question que je voulais vous poser, c'était au sujet de la conférence de presse du ministre Sarasoro. J'aimerais savoir, est-ce qu'au cas où Assimi Goïta refuse de libérer nos soldats, est-ce qu'on peut écarter toute hypothèse de guerre avec le Mali? Ok. Cher frère, vraiment, j'allais te dire merci. Merci pour ce que tu as dit. Mais en même temps aussi, notre plateforme aussi, c'est une plateforme de conseil. Et l'âge n'est pas forcément synonyme de sagesse, vous l'avez dit. Si, enlevant l'option de perdre du temps à nos jeunes gens d'aller s'asseoir devant chez elles, on va lui donner trop d'importance. Ce qu'on a déjà fait là, le message passe. Cher frère, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. C'est moi, j'ai le inbox ici. Je sais que le message passe. Et le message a bien sonné là où ça devrait sonner. Mais on avance. Jusqu'à mardi prochain, on est déçu. On a dit une semaine, non? Non, on est déçu. Et tu as vu que les réactions commencent à se multiplier tellement le son passe là. Tu as vu tout ce que j'ai mis, près de 20 ou 30 minutes. Et la réaction des gens ne fera que monter en puissance, comme dirait quelqu'un. La question que vous avez posée, elle est très importante. Vous savez que dans un discours politique, d'abord, l'homme diplomate, le politicien, ne dit jamais, quand il dit quelque chose est rouge là, il ne va jamais venir te dire que c'est rouge. Il va te dire, tu sais, quand on fait le mélange du temps avec temps, ça donne tel. Il va te dire, bon, quand tu fais le. C'est un exemple que je prends pour trouver le rouge, quelles sont les couleurs primaires qu'on peut mélanger. Il va te dire, bon, quand tu prends le jaune et puis peut-être telle couleur, vous voyez ce que ça peut donner. Mais le mot rouge là, c'est pas lui dans sa bouche, là, tu vas entendre. Et donc, il y a le langage diplomatique. Et donc, lorsqu'on prend le langage diplomatique, c'est ceux qui peuvent comprendre le discours politique, qui est lié à une bonne compréhension même de l'environnement politique. C'est ceux-là qui peuvent analyser et décoder les non-dits. Et hier, on a essayé un peu de déclarer un peu des non-dits du discours. Et j'ai dit ici, par exemple, que le 12 juillet 2022, le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il voulait les soldats libérés sans délai. Voilà. Quand on dit « je veux te voir sans délai », ça veut dire quoi? Ça veut dire « je n'impose pas de conditions de temps entre nous ». Mais ça veut dire que le temps est là. Parce que quand on parle de délai, on parle d'un temps, d'une échelle de temps. Parce que ça ne peut pas être brusquement. Mais quand on en vient au débat du 14 septembre 2022, le gouvernement ne retire pas le mot sans délai, mais donc il fait un ajout en disant maintenant, il faut les libérer sans condition. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc ça veut dire que la balance, oui, voilà, ça veut dire que le gouvernement ivoirien a gagné en assurance, au point même que non seulement c'est sans délai, mais aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il n'aura aucune condition parce qu'on ne voit pas en ce gouvernement des interlocuteurs pour discuter avec eux. Et donc, ça veut dire en langage très simple, ça veut dire, vous n'aurez rien. Comme je t'ai dit, le politicien n'appelle pas rouge ou rouge, il tourne tout à côté. Mais toi qui comprends le discours ou bien qui comprends l'environnement, quand tu fais le lien, tu arrives à savoir qui veut te dire que rouge c'est rouge. Donc hier, le porte-parole du gouvernement qui est sorti pour parler, tu as vu qu'il y a eu conseil des ministres, mais ils ont divisé en deux. Il y a le porte-parole officiel du gouvernement qui est sorti pour parler des affaires courantes. Et il y a M. Fidel Sarasoro qui est sorti pour parler d'une affaire militaire. C'est un grand pas pour dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui traite ce dossier-là comme un élément à part entière. Et que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a le fonctionnement normal du gouvernement, mais le gouvernement aujourd'hui prend posture pour parler de la chose militaire et donner une ligne de conduite claire. Et donc ça veut dire, comme tu l'as dit, si on veut décoder jusqu'à plusieurs niveaux, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que attaquer le Mali militairement est exclu? Parce que c'est ça le fond de ta question. Je vais te dire qu'à travers le discours d'hier, le gouvernement est en train de dire que, le gouvernement a donné un délai, ils ont dit que nos soldats reviendraient bientôt. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça à la fin? Oui, si. Et donc la question qu'on se pose, c'est puisqu'ils sont là-bas depuis plus de 2 mois, le bientôt là, qu'est-ce qui leur permet aujourd'hui de se donner cette assurance que les militaires là vont revenir bientôt?
quand tu te poses cette question-là, tu comprends donc que la Côte d'Ivoire qui a été magnanime, qui a été très ouverte, et le président Alassane Ouattara qui a fait preuve d'une sagesse extraordinaire jusque-là, ne peut plus accepter, à partir du moment où Assimi a démontré à la face du monde qu'il n'est pas un interlocuteur sérieux, cela permet au régime d'Alassane Ouattara de dire, puisque tu n'es pas sérieux, nous ne pouvons pas traiter avec des hommes sérieux, qui ne sont pas sérieux. Et c'est pourquoi tu n'auras rien pour commencer. Mais deuxième chose, il est en train de prouver à travers le discours, en disant que nos soldats vont revenir bientôt. Je pose toujours la question, quels sont les éléments de garantie? Les éléments de garantie, ça veut dire que parmi les éléments de garantie, la guerre armée n'est pas le premier aspect, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui a tous les moyens de rétorsion contre le Mali. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après avoir pris témoin, après avoir pris témoignage de tout le monde, qui se rend compte aujourd'hui que ce que le Mali fait est très dangereux. Par exemple, prenez le droit malien. Est-ce qu'il y a un élément du droit malien qui dit que, par exemple, s'il y a quelque chose entre le Mali et un État, on peut procéder à un échange? Ça n'existe pas. Je ne pense pas. Ça n'existe pas. Et donc, eux-mêmes, ils sont en train de violer leurs lois. Parce que ce qu'Assimi a commencé là, ça n'existe même pas dans les lois du Mali. Et ce que Assimi veut commencer en tant qu'un précédent, devient, dans les lois de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas aussi une loi qui dit que quand tu commets un crime en Côte d'Ivoire, ou bien que tu es jugé pour un crime en Côte d'Ivoire, voilà qu'on peut te changer. Sur la base de ce crime, on peut faire un troc. Ça aussi, ça n'existe pas dans la loi de la Côte d'Ivoire. Donc, comment Assimi veut imposer à la Côte d'Ivoire une pratique qui n'est ni dans nos lois, ni dans nos mœurs, encore moins dans nos principes? Et comment Assimi peut nous démontrer que dans la loi malienne, il y a une loi qui dise que lorsque le Mali est en situation avec quelqu'un, qu'il y a une loi dans la constitution malienne ou dans les règles du Mali qui disent qu'on peut faire un échange. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe que dans la tête d'Assimi, parce qu'il a été à l'école du djihadisme. Et ce sont les pratiques des djihadistes. Et c'est ce que Assimi maintenant veut officialiser dans les rapports avec les États. Et si on accepte ça, c'est que c'est un échec global du monde. C'est un échec global des règles même, de la justice internationale et du fonctionnement même des lois entre les pays. Ça veut dire qu'on est en train de casser le droit international pour en venir maintenant à l'improvisation dans les rapports entre les humains. Et donc ça veut dire que les grandes organisations comme l'ONU, les grandes organisations comme l'Organisation mondiale du commerce, les grandes organisations, toutes les grandes organisations que tu connais, n'ont plus leur sens. Ça veut dire maintenant, là, quand un État a un problème avec un autre, il peut se foutre du droit international et aller régler ça n'importe comment. Ça veut dire que tous les accords qui sont signés à l'international ne sont que des lettres mortes. Et donc, est-ce que la Côte d'Ivoire doit s'inscrire dans ce champ d'action? La Côte d'Ivoire dit non. Moi, je préfère être avec le monde entier et accepter que le Mali s'oppose à moi plutôt que d'être l'ennemi de tout le monde et être l'ami du Mali. C'est ce message-là aussi qu'il faut comprendre. Et donc, quand dans le discours, M. Sarasoro vous dit, nous avons contacté le président de la Guinée-Conakry. On a contacté et expliqué longuement le problème à Damiba. On a expliqué le problème au président du Nigeria, qui est aussi la force militaire la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest. On a expliqué le problème au président de l'Union africaine, qui est le président sénégalais. Et on a aussi parlé au président Mbalo, qui est le président de la CEDEAO. Et il termine avec le nom de qui? Avec le nom de Antonio Gutiérrez. Et ça, tout ce que je vous ai cité là, pour ceux qui connaissent le fonctionnement du monde, il dit dans la sous-région là, quand il a pris Damiba et puis Doumbia, ça veut dire malien. Si vous pensez que le président de la Guinée va vous aider là, vous êtes en train de vous tromper. Si vous pensez que le président du Burkina va vous aider, vous êtes en train de vous tromper. Parce que Alassane a déjà parlé avec eux. Il dit donc dans la sous-région là, on a 3 frontières avec le Mali. La frontière Guinée, la frontière Côte d'Ivoire, la frontière Burkina là. Alassane dit lui, il a déjà parlé avec eux. Deuxième chose, en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire et des frontières naturelles qu'on a avec le Mali, il dit maintenant j'ai parlé avec le président du Nigeria
le président de l'Union africaine et le président de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il prend tous les autres pays, les 15 pays de la CEDEAO à témoin et qui reconnaissent aujourd'hui l'évidence des faits. Et en plus donc de la caution sous-régionale et des frontières naturelles qui sont entre nous, il dit qu'il met Antonio Guterres devant ses responsabilités pour que le monde entier n'accepte pas que le droit international soit foulé. Et donc, au nom de toutes ces réalités qui ont été évoquées, et chers élèves, mettez les cœurs, on est suffisamment attaqués, ceux qui le peuvent encore, essayez de mettre les cœurs, parce que l'objectif du message, c'est qu'on puisse comprendre. Si vous aimez le message, votre responsabilité, c'est de pouvoir la sécuriser, cette émission-là. Et ne trouvez pas que non, le message était tellement beau qu'on a oublié de mettre les cœurs. Moi, je ne peux pas être en train de parler, en train de mettre les cœurs, en train de faire toutes choses à la fois. Et donc, chers frères, de façon concrète maintenant, après l'explication que je viens de te donner, quelles sont les possibilités que la Côte d'Ivoire peut utiliser maintenant? L'une des possibilités qu'on pourra utiliser, tu sais, si on n'avait pas poussé les Maliens jusqu'à montrer à la face du monde que ce sont des preneurs d'otages, et donc un proto-État djihadiste, un État djihadiste en formation. En réalité, nous ne sommes plus en négociation avec le Mali, nous ne sommes plus en négociation avec la République du Mali. Est-ce que tu me comprends bien? Oui, je comprends. Nous sommes maintenant en négociation, en réalité, avec un proto-État djihadiste. Ça veut dire quoi? Dans le Mali, là, il y a un nouveau État qui est en train de naître sur les bases du djihadisme. C'est avec eux qu'on est en train de négocier. Je ne sais pas si les gens me comprennent bien. En réalité, les dirigeants actuels, là, ce sont des djihadistes. Puisqu'ils utilisent des méthodes de djihadistes. Et dans leur dernière communication, ils ont fait ressortir leur véritable visage qui est une méthode djihadiste. Quelle est aujourd'hui la différence entre Assimi Goïta et Amadou Koufa? Quelle est aujourd'hui la différence entre Assimi Goïta et Al-Ghali, qui procèdent de la même manière? Ça prouve qu'il y a une synergie des méthodes. Ça prouve que ce que Assimi fait, ce que Amadou Koufa fait, ce que Al-Ghali fait aujourd'hui, en tout cas, même s'ils disent qu'ils sont opposés, mais dans leur manière de faire les choses, ils pratiquent de la même manière. Et donc, le Mali est devenu un proto-État. C'est un État en formation sur les bases du djihadisme. Autant ceux qui veulent inspirer la légalité sont dans les bases et utilisent les méthodes djihadistes, ceux aussi qui se réclament comme étant des djihadistes font la même chose. Et donc, ils deviennent même chose. Et donc, c'est un État djihadiste qui est en train de naître en face de nous. Et donc, dans ces conditions-là, donc, le monde ne peut plus dire qu'il est étonné. Le monde entier ne peut plus s'étonner. Surtout que le président Alassane Ouattara a été très patient. Surtout qu'il a été très coopératif. Et surtout qu'il a été très humble dans les négociations. Aujourd'hui, il a mis tous les éléments du droit. Il a mis tous les éléments qui montrent la faiblesse de la position malienne. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, dans un premier temps, peut se permettre de couper l'électricité. Parce que si on coupait l'électricité, alors qu'on n'avait pas épuisé tous ces recours-là, on pouvait demain nous accuser au nom des accords de la CEDEAO et des principes universels qu'on a mis en danger la vie de certaines personnes. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se servir de l'électricité pour essayer de couper l'électricité à toutes ces zones-là. Ça, c'est un. Deuxième chose, aujourd'hui, on peut fermer notre frontière et le Mali ne s'en porterait pas mieux. Et les Maliens même en sont conscients. Regardez le niveau de vie au Mali actuellement. Regardez les difficultés là-bas. Et ce matin, même sur notre page, vous allez voir comment les Maliens souffrent. Imaginez-vous aujourd'hui si la Côte d'Ivoire coupe. Ne pensez pas que aller dans un port, ça s'improvise. Ça ne s'improvise pas. Le temps qu'ils vont pouvoir prendre accord avec les autres ports, ils auront connu des difficultés. Sinon, ces mêmes Maliens avaient dit qu'ils allaient aller au port de Nouakchott, en Mauritanie. Mais pourquoi ils n'y vont plus? Posez-vous bien ces questions-là. Et troisième chose que la Côte d'Ivoire pourrait faire, la Côte d'Ivoire pourrait, à travers la CEDEAO, demander la réactivation des sanctions. Sur la simple base que, quel pays peut accepter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire? Or, la CEDEAO est une institution de solidarité entre les États. Et donc, au nom de la solidarité, ne soyez pas surpris que la CEDEAO dise on va faire revenir encore les sanctions, mais de façon plus dure. Parce que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, là, c'est illégal, c'est illégitime. Et si on accepte de regarder, demain on peut kidnapper des soldats guinéens, demain on peut kidnapper des soldats burkinabés,
demain on peut kidnapper des soldats nigériens, demain on peut kidnapper des soldats ghanéens, et ces proto-États, c'est-à-dire ces États en formation sur la base du djihadisme, peuvent prendre ça comme un moyen pour essayer maintenant d'entrer et de contraindre les États. Et donc cette solidarité-là peut forcer la CEDEAO à faire revenir les sanctions et encore plus dur que ce que c'était auparavant. Ça, c'est l'une des questions. Deuxième chose, quatrième option, qui viendra vraiment quand il le faut, la Côte d'Ivoire peut décider d'activer sa capacité militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut décider de montrer au Mali qu'on peut prendre le caca d'un fou pour soigner notre fou. Si Assimi dit le fou guéri dans sa tête là, caca de la sang, on va prendre pour le soigner en pleine journée. On va prendre et conquérir le territoire malien, entrer dans le territoire malien, et ça, le régime de Alassane Ouattara n'en a ni honte et a les moyens de le faire. Et chers frères, il faut bien écouter ce que je vais te dire là maintenant. Tu as honte quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Tu as honte quand ce que tu fais, tu n'as pas pris le monde entier à témoin. Tu as honte quand tu sais que ce que tu fais, toi-même, tu n'es pas fier de toi-même. Mais quand tu as pris tout le monde à témoin, et quand tu es dans le droit, et que celui qui est en face est en train de jouer au bougre, s'il n'y a pas d'autre choix que la violence, tu peux la faire. Allez regarder ce qui se passe du côté de Tengrela aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de la présence militaire? Si. C'est pas, moi je dis rien, hein. Moi je regarde ce que je vois et puis je commande. Donc moi je n'ai rien dit à quelqu'un. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, même pour sa sécurité aujourd'hui, doit être sur le qui-vive. Parce que les djihadistes là, aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose, mais si je dis là, les gens vont se dire, donc Assimi là, c'est un djihadiste. Assimi a laissé la femme d'un djihadiste fuir. J'ai donné le nom de la personne, mais je ne vais pas détailler. Mais je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sinon, j'ai dit le nom de la personne, mais je ne vais pas être plus clair que ça. Est-ce que tu comprends? Il négocie avec tous les chefs là. Donc, en ce moment où on est là, moi, selon les renseignements que j'ai reçus, Assimi est en train de faire rentrer certains civils, mais des djihadistes, pour essayer de créer des troubles en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est bon? Et donc la Côte d'Ivoire, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, est obligée aujourd'hui d'accroître ses moyens militaires pour s'apprêter soit contre les djihadistes, soit contre même, mais en réalité ce ne sont pas des djihadistes, mais ce sont des djihadistes mais en complicité avec Assimi Goïta, et il faut les réprimer sévèrement et durement, et donc ça devient de la légitime défense. Et aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire annexait le Mali, ça serait de la légitime défense, parce que le Mali, à travers ses dirigeants illégaux, illégitimes et amoraux, sont dans des pratiques djihadistes qu'ils veulent transformer en moyens. Et la Côte d'Ivoire, si elle l'accepte, elle devient quoi? Elle devient un État sur qui tout le monde peut chier. Et ça, c'est pas bon pour la dignité du président, encore moins des Ivoiriens. Et c'est pas bon même pour la cohésion au sein même de la CEDEAO. Mes chers frères, donc, j'ai dit encore que si l'option militaire s'offrait, il faut bien nous écouter. Les États-Unis et la France, Alassane Ouattara n'aura même pas à dépenser un centime. Est-ce que tu écoutes très bien ce que je suis en train de te dire? J'écoute très très bien. Si la Côte d'Ivoire doit annexer le Mali, entrer en guerre avec le Mali, là, Alassane Ouattara, même dans le char que tu as vu là, il n'y a pas un char ivoirien qui va se déplacer. C'est la France et les États-Unis qui vont faire cette guerre-là pour nous. Chers frères, je ne sais pas si tu fais les liens, hein, mais je ne vais pas donner certains détails. Non, mais comme les Maliens veulent qu'on leur dise la vérité, là, on va leur dire ça. Ce n'est même pas l'armée de la Côte d'Ivoire, c'est la France et les États-Unis qui vont faire la guerre là, pour la Côte d'Ivoire. Je t'ai parlé des entraînements. Non? Oui. Et donc on s'entraîne comme ça dans le vent, quoi. Hein? Et puis, tu penses que la présence russe au Mali, là, tu penses que c'est une histoire de Bamako seulement? Ils veulent déstabiliser le 43e Bima. Donc, tout est lié. Et donc, Assimi est en train d'ouvrir et d'exposer le Mali à un danger tel que les gens ne vont même pas s'amuser avec lui, même une seconde. Mais on lui parle, il ne veut pas comprendre.
Et on parle aux Maliens, ils ne veulent pas comprendre. Sachez que dans une guerre, là, ceux qu'on utilise comme les antagonistes, ceux qu'on oppose là, il y a toujours des grands intérêts derrière. Et ces grands intérêts-là ne vont pas avoir honte d'imposer leur respect. Si ils ont la Russie derrière eux, là, nous on leur dit clairement aujourd'hui que nous on a les États-Unis et la France derrière nous. Et que la guerre, si la Côte d'Ivoire était obligée d'entrer physiquement en guerre avec Assimi, Alassane n'aura même pas à se salir les mains. Je crois que j'ai été plus que trop explicite dans ce que je dis. On va s'arrêter là. Mais il y a encore un cinquième danger qui guette le Mali, chers frères. C'est que le Mali, ils ont beaucoup à faire. Malheureusement pour eux, je le dis bien pour eux, sur la base des renseignements que moi je reçois actuellement là, jusqu'au 22, ça peut arriver avant ou après, mais jusqu'au 22, il risque d'avoir des attentats dans la ville de Bamako. Parce que ce que les gens ne veulent pas dire aux Maliens là, les djihadistes sont en train d'infiltrer Bamako en masse. Je n'ai pas dit qu'ils ne pourront pas faire leur indépendance et autres, hein. C'est leur problème, ça n'engage que eux. Mais ne soyez pas surpris, ce n'est pas mon souhait. Mais aujourd'hui, les Maliens qui pensaient qu'ils étaient en sécurité, ils auront leurs yeux pour pleurer. Parce qu'ils risquent d'avoir des choses pas intéressantes sur leur territoire pour les convaincre définitivement qu'Assimi ne maîtrise absolument rien, mais qu'il est en train de mettre leur vie sévèrement en danger. C'est là que je vais m'arrêter. Peut-être si vous avez d'autres questions. Non, je n'ai pas d'autres questions parce que vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit énormément de choses. Chers frères, pour terminer rapidement, ce que je voulais dire, le président de la République, c'est vraiment un guide. Parce que quand on regarde le début de cette histoire-là, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que le président de la République, vraiment la méthodique, il ne fait pas à ce que tout le monde s'attend, ce n'est pas ce qu'il lui fait. Et généralement, quand il décide de faire quelque chose, il a toujours raison. Et on dit, ah ok, le président de la République, là où nous on voyait là, c'est pas ce que nous pensons. Le président de la République a fait autre chose. Aujourd'hui, la manière dont l'histoire du Mali est en train de se terminer là, c'est là maintenant, les Ivoiriens doivent comprendre combien de fois cette pulcherie Balé là était en train de mentir au peuple et aux faibles d'esprit. Donc, chers frères, que les gens prennent le temps de faire rapprochement entre les différents événements. Vous allez comprendre qu'au sein de la Côte d'Ivoire, même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a des ennemis de la Côte d'Ivoire. Quand on se base sur les propos de cette vilaine pulcherie Balé-là, et aujourd'hui, avec ce que le Mali même a décidé de faire en demandant les échanges là, pourquoi elle n'a jamais parlé de ça? Comme elle a dit, elle sait ce qu'ils m'ont dit là-bas, mais pourquoi elle n'a pas parlé de ça? Donc ça permet aujourd'hui aux Ivoiriens de comprendre que tout ce qu'on appelle PPCI, tous ces PPACI, tous ces partis politiques-là, ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je comptais dire, chef frère, pour libérer l'antenne. Non, mais tu restes parce que tu es le dernier et tu vas faire la conclusion, si tu nous le permets. Mais pour appuyer encore davantage ce que tu disais, on ne mène jamais une guerre sans avoir fait le combat de l'information et le combat psychologique. On n'attaque jamais quelqu'un parce qu'on pense être fort. Et Assimi même aujourd'hui, il souhaite qu'il y ait une guerre pour que tous les lamentables échecs qu'il a subis et tout ce qu'il avait dit aux Maliens qu'il allait combattre les djihadistes, là comme ça il va se justifier. Mais la Côte d'Ivoire a d'autres moyens qui vont contraindre à la libération de nos soldats sans en arriver à une guerre dans le meilleur des mondes. Et il faut savoir que dans leur stratégie, les pulcheries Balé, au-delà de venir pour discréditer et vilipender le gouvernement, c'était aussi des agents de relais de partage d'informations. Et donc, c'est un peu comme des espions, mais pour une patrie extérieure. Et donc, Pulcherie Balé était dans cette attitude-là, où effectivement, avec celui que vous avez vu, Oult quelque chose, ils ont partagé des informations, et des informations pas des moindres. Je dis bien des informations pas des moindres. Et c'est pourquoi quand elle a pensé qu'elle a éteint ses téléphones là,
Hein, même si elle avait cassé, quand ils ont retrouvé physiquement là, on peut reprendre les informations. Et donc, sachez aussi qu'il y a certains chers frères, malheureusement, dans ce monde-là, de la manière que nous voulons la paix, là, la stabilité, là. Quand il y a la paix, il y a la stabilité, toi qui n'as rien à te reprocher, qui es un citoyen respectueux de la loi, tu te sens à l'aise et tu te donnes un objectif de vie. Mais il faut savoir aussi que quand il y a la paix, ça n'arrange pas certains. Est-ce que les commerçants d'armes, la paix les arrange? Non. Et donc aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui a intérêt à ce qu'il y ait la paix? C'est le président de la République. Et qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de paix? C'est les opposants. Et pour qu'il n'y ait pas de paix, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut manipuler la masse des tests à ce que le pays puisse être toujours sous les presses. Et si on a été incapable de faire cela en interne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut provoquer ça à l'extérieur. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends clairement le problème ivoirien. Et donc, pour augmenter, et donc c'est pourquoi tu vois Laurent Gbagbo qui a bel et bien dit à Aïcha Koné de faire cette vilaine chanson, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Selon certaines indiscrétions, il paraît même que Assimi l'a invité qu'elle va aller au Mali là-bas pour leur fête d'indépendance. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Et on ne va même pas l'empêcher de ne pas aller. Ça aussi, il faut qu'elle soit rassurée parce qu'elle n'est même pas importante. Et que Laurent Gbagbo même serait invité aussi. Ils peuvent aller, ils peuvent revenir. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais une chose est sûre, tout ça, ça participe dans une certaine idée de vouloir salir les autorités ivoiriennes. Et il faudrait que les autorités ivoiriennes soient très stratèges. Elles le sont déjà. Et si nous, des simples civils, on comprend beaucoup de choses, nous osons faire confiance à notre gouvernement de savoir leur accorder le traitement qu'il faut. Ils ne seront pas arrêtés. Ils ne seront même pas emprisonnés. On ne va pas leur donner cette gloire-là. Mais, c'est que quand ils vont revenir de leur voyage-là, on va leur demander compte. L'État ivoirien sera obligé de leur demander compte. Est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens russes peuvent aller en Ukraine pour dire non, comme il y a le soleil là-bas, je m'en vais me bronzer? Non. À partir du moment où il y a des antécédents graves qui peuvent conduire à des risques entre deux pays, les citoyens même de ces pays comme les États-Unis et Cuba, par exemple, tout citoyen des États-Unis qui partait à Cuba, il y a bien d'années, quand tu venais là, on te cuisinait et on te surveillait pendant un très long moment. Ça, c'est pour la sécurité intérieure même de l'État. Et ils peuvent partir, personne ne leur contraindra à ne pas le faire, mais qu'ils sachent qu'on va leur demander le pourquoi et le comment pour sécuriser la Côte d'Ivoire et sauver la vie des filles et des fils du pays. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est une attitude responsable de tout gouvernement qui est respectueux et surtout jaloux de la paix sociale. Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis merci. On a suffisamment évoqué beaucoup de sujets. Et les gens, tellement ils pensent que nous ne pouvons pas avoir accès à Internet pour nous exprimer, ils ont pensé qu'en nous bloquant sur notre page originale, on n'allait pas pouvoir communiquer. Mais je l'ai toujours dit, toutes les mauvaises tentatives que vous faites, ça nous rend plus intelligents. Et on a pris beaucoup de dispositions et notre message passera. Et notre message, il est entendu. Ce qui vous fait peur, c'est parce que la vérité de ce qu'on dit là, ça pénètre dans vos âmes. Et vous savez que c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas sortir pour venir avec le mensonge pour cacher la vérité. C'est ça qui vous gêne. Mais Facebook là, il n'y a pas de contrat avec Facebook, quelqu'un. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Mes émissions là, une fois que c'est fait, que c'est entendu, c'est là la puissance de mon message. Et je dis merci à tous ceux qui ont sécurisé nos émissions. Merci à tous ceux qui ont bien voulu prendre la parole, qui n'ont pas pu. Pour nous contacter, c'est simple. Tu vas sur ton Messenger. Toi-même, ton Messenger, tu tapes éclaireur pro vérité bis. Quand tu vas taper ça là, tu vas voir, il y a éléphant, il y a 3 éléphants qui se regardent. Et puis maintenant, il y a un arbre, il y a 2 arbres. Mais l'arbre qui est au milieu, là, il y a un petit soleil dessus. Tu cliques sur ça. Tu m'envoies un message pour dire je veux parler. Quand je vais recevoir, je vais te dire pas de problème. Comme ça, tu peux parler. C'est la seule méthode pour nous avoir. Sinon, lorsque vous m'envoyez des messages dans le inbox, je ne peux pas le lire en direct. Et donc, ça pose des difficultés. Et donc, on espère bien que ceux qui veulent... Oh, il y a le cyclone qui dit qu'il est là. Ok. Et donc, chers frères, on va s'arrêter pour lui donner la parole. Ok, non, ok.
Donc, vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée.